ce point de vue. Mesdames, Messieurs les membres du jury, chère audience, bonjour. Se grandit-on aux dépens des autres? J'aurai pour tâche aujourd'hui de vous convaincre de l'affirmative. Mais je ne commencerai pas par définir les termes du sujet. Je sais, ce doit être choquant de la part d'un première année, mais je préfère vous laisser votre part d'interprétation. Je commencerai par une phrase que tout le monde dans cette salle a déjà entendue. L'homme est un loup pour l'homme. Mais je ne m'arrêterai pas là. Non, je veux vous intéresser aux origines de cette pensée. En effet, dans le Léviathan, page 125, Hobbes nous dit que l'état de guerre par nature n'est qu'une hypothèse, mais que celle-ci est confirmée par les agissements des hommes en société. Je partirai donc de cette philosophie et j'userai de 3 exemples pour valider ma théorie. Mesdames, Messieurs les membres du jury, certains de vos collègues, ou vous-même, ont peut-être, il y a de cela quelques années, fait vos études à la faculté de droit de Paris 2, aussi connue sous le nom d'Assas. Et je ne tiens pas à critiquer cet établissement reconnu pour son excellence, mais pour illustrer mon propos, voici une phrase qui m'a été rapportée par un ami qui était présent à la pré-rentrée d'Assas en faveur des premières années. Voici ce qu'il y a entendu. Regardez votre voisin de gauche et votre voisin de droite, et espérez qu'ils échouent, car leur échec, c'est votre réussite. On s'adresse ici à des débutants, à des apprentis, et comme conseil, on leur préconise que pour évoluer, pour se grandir, il leur faut, en dehors de fournir un travail personnel, espérer que des personnes dans leur même situation, eux, n'y arrivent pas. En effet, si son voisin oublie une jurisprudence dans un cas pratique, ou une idée majeure dans sa dissertation, mon ami verra sa copie appréciée en fonction de la précédente. Et cette erreur, si lui ne l'a pas faite, lui servira de faire valoir. Projetons-nous 5 ans plus tard. Mon ami postule maintenant pour entrer dans un master très sélectif. Il ne pourra pas se contenter d'avoir une moyenne de 14 et d'avoir fait 2 stages pour y être accepté, mais bien espérer que s'il y a 20 places, il ne soit pas plus de 19 postulants à avoir un dossier plus impressionnant que le sien. Ces réalités, vous les connaissez mieux que moi. Étudiants, ce sont nos notes qui nous classent parmi nos semblables. Employés, on retrouvera un classement social basé sur différents chiffres, comme ceux qui figurent sur nos fiches de paye, par exemple. C'est la volonté libéraliste de notre société qui engendre ces classements sur le modèle d'une pyramide. La majorité se trouve à la base et le sommet est réservé à une élite. Ceux qui se trouvent à la base rêvent du sommet et pour l'atteindre, n'ont pas d'autre choix que de marcher sur les autres. S'élever est un conflit permanent avec autrui. Prenons maintenant l'exemple d'une personne qui se trouvait au sommet de cette pyramide. Rappelez-vous, il y a bientôt 1 an et demi, un événement bouleversa notre univers médiatique. Le décès de Steve Jobs, l'ex-PDG de la marque informatique Apple. L'homme grâce, ou selon le point de vue, à cause de qui? La majorité d'entre nous possède un iPhone ou un iPod, comme vous, maître d'Ancona. Quelle grandeur, quel inventeur, quel homme d'affaires, quel visionnaire, quelle grandeur pour celui que l'on a surnommé le Thomas Edison ou le Henry Ford de son siècle. Mais laissez-moi vous poser la question, cette grandeur, comment l'a-t-il acquise? Je ne retirerai jamais à cet homme ni son audace, ni son talent. Seulement laissez-moi vous parler des méthodes qu'il a utilisées de son vivant pour mourir couvert de reconnaissance et d'hommage. En effet, laissez-moi vous dresser un schéma, certes simplificateur, mais empreint de vérité. Quand un nouvel appareil portant le logo de la pomme la plus célèbre du monde est sur le point d'être commercialisé, une information nous tient tous en haleine. Quel va en être le prix?
Et à sa découverte, la réaction commune est généralement « c'est un peu cher quand même ». Seulement un peu cher est ici en opposition à inabordable. Car pour l'entreprise, il s'agit de trouver un juste milieu entre le prix de l'unité et la quantité de produits que la marque va pouvoir écouler. Ce qui fait que le prix est toujours fixé pour qu'en compensation d'un sacrifice relatif, on puisse se l'offrir. Pour un étudiant lambda, par exemple, l'iPhone 5 équivaut à 1 mois et demi de pâte au beurre. Finalement, on ne met jamais longtemps avant de craquer et le nouvel appareil, un peu plus léger ou un peu plus rapide que son prédécesseur, se trouve désormais dans notre poche. Ainsi, l'iPhone 4 à sa sortie s'était vendu à 1,7 million d'exemplaires en seulement 3 jours. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé comment ces petites merveilles technologiques peuvent coûter si peu cher? On se place toujours du côté du consommateur. Seulement la fabrication de ces appareils devrait avoir un coût astronomique, et quand on y réfléchit, le prix est surprenant d'accessibilité. L'astuce? C'est si simple. Un sous-traitant taïwanais du nom de Foxconn, qui s'assure de la fabrication de vos produits dans des usines chinoises. Si je vous dis que les conditions de travail sont déplorables, c'est un euphémisme. Près de 16 heures de travail journalier. Et les travailleurs dorment sur le sol, dans l'usine, entassés comme des objets. Les conséquences? Suite à un trop grand nombre de suicides dans une usine à Shenzhen, les dirigeants ont eu la délicate attention de placer des filets anti-suicide de part et d'autre du bâtiment pour éviter de perdre de la main-d'œuvre. En effet, sachez que si nous, en France, n'avons pas assez d'emplois, là-bas, ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. C'est que les iPhones sont très demandés. Évidemment, vous imaginez bien que les salaires de tous ces gens sont pour le moins très raisonnables. Mais il faut dire que sans cela, Steve Jobs ne serait peut-être pas mort en héros. Car l'accomplissement a un prix, et ce prix, ce sont les autres qui le payent. Enfin, j'imagine que cet homme de son vivant devait dormir paisiblement en se disant que ces filets étaient vraiment une idée charmante pour la sécurité de son personnel. Mais qu'il a dû se retourner d'effroi dans sa tombe, en apprenant il y a 15 jours qu'Apple n'est maintenant plus que la 2e capitalisation boursière mondiale. Pauvre Steve. Pour finir, mon dernier exemple. Situons-nous dans cette salle. Et prenons mes chers camarades qui ont plaidé ou plaideront aujourd'hui. Nous sommes 10. Et vous, cher jury, déciderez de 4 pour accéder au prochain tour. Eh bien, je peux vous dire que ceux que j'ai appelés camarades m'écoutent depuis le début de ma prise de parole, avec chacun une question et une espérance. Est-ce que c'est bien? Et j'espère que non. En effet, ils vous observent, vous, pour tenter d'entrevoir sur vos visages une indication relative à l'appréciation que vous faites de mon discours. Et ils espèrent y voir du désintérêt, du mécontentement. Ils espèrent que je me plante, tout simplement parce que mon échec, c'est leur réussite. C'est un fait, ils veulent se qualifier à mes dépens. Et pas forcément car ils sont meilleurs que moi. Non, parce que ce qui leur importe à eux, ce sont eux. On se soucie de soi, et d'un point de vue égocentrique, leur chance, c'est ma malchance. Si j'écorche le prochain mot, ou si je me perds dans mes notes, cela ne les rendra pas meilleurs, certes, mais ça les arrangera bien. Nous sommes des participants à un concours. Seulement, cette réalité dépasse amplement l'esprit de compétition. Wu Tse, écrivain et philosophe chinois, disait « Faites en sorte que les vaincus se félicitent de vous avoir comme vainqueur. » Mais cet idéal n'est réellement plus recherché. Tous les moyens sont bons pour gagner, pour s'élever, au détriment des autres. J'espère que vous comprendrez que je ne cherche pas ici à dissocier fondamentalement le bien du mal. C'est simplement un constat que mon contradicteur ici présent n'arrivera pas à décrédibiliser. L'homme se grandit aux dépens des autres. Je vous remercie.